Un dimanche en campagne, c'est le grand angle de ce dimanche 3 avril. Sprint final dans la présidentielle française à une semaine du premier tour. Depuis lundi matin, les radios et les télévisions doivent respecter une stricte égalité des temps de parole entre les 12 candidats. Et qui dit strict dit vraiment strict, c'est à la seconde près. Mais nouveauté, le calcul se fait désormais par tranche horaire pour éviter qu'une diffusion de 1 heure d'Éric Zemmour à 20h soit compensée par 1 heure de Philippe Poutou entre 3 et 4 heures du matin. La règle est nouvelle, elle interroge, mais on s'adapte. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique avec ce soir Perrine Tarnoud, directrice de l'information de la chaîne parlementaire Public Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, Raphaël Bouvier-Auclair, correspondant à Paris de Radio-Canada. Bonsoir à vous aussi. Pour vous, quelle est la séquence forte de cette semaine ? Oui, ce changement auquel on a assisté dans les sondages, particulièrement pour ce qui est du deuxième tour de l'élection présidentielle, avec cette remontée de Marine Le Pen, l'écart qui se réduit aussi avec Emmanuel Macron, évidemment, ça donne un nouveau souffle à cette campagne électorale. Ce sera intéressant, évidemment. Tout doit être concrétisé, mais ça donne un nouveau vent à cette campagne, je pense. Perrine ? Moi, je me suis intéressée au meeting de Valérie Pécresse ce soir. Un meeting plutôt réussi, mais on a l'impression que c'est un peu le chant du cygne de cette famille politique. D'ailleurs, il y avait un grand absent, c'est Nicolas Sarkozy. Et il a d'ailleurs été sifflé dans la salle par les sympathisants LR qui étaient présents. On revient sur tout ça. Une semaine en campagne, le résumé est signé Alexandre Malesson. On commence cette semaine politique avec un vol et on connaît déjà le coupable. Emmanuel Macron lors de son unique meeting de campagne hier. Nos vies, leurs vies, valent plus que tous les profits. Ça ne vous rappelle rien ? Et si, c'est le slogan du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, pourtant à l'opposé des idées du président candidat. Forcément, Philippe Poutou, le candidat du NPA, ne s'est pas laissé voler son bien sans résister. Il a sorti sa désormais célèbre machine à punchline. Pendant que ses copains les riches veulent l'argent public, Macron nous vole nos slogans. Décidément, ces gens osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais alors, c'est quoi la prochaine étape ? Macron qui chante l'international ? Décidément, dans cette campagne, tout est possible. D'ailleurs, Jean Lassalle, cette campagne, on en pense quoi ? Vous avez dit c'est une campagne de merde. C'est pas excessif ? Non. Vous le pensez vraiment ? Oui. Ok, bon, ça a le mérite d'être clair. Jean Lassalle, d'ailleurs, qui continue son tour de France, aborde un bus en toute sobriété. Vendredi, c'était arrêt dans l'Ain sur le thème de la ruralité. Il y a eu des termes si durs à l'égard de cette campagne électorale parce que je sentais qu'il y avait des pans entiers de la population auxquels nous ne nous adressions pas. Dans une campagne d'ailleurs où nous n'avons rien dit de l'avenir de la France. Allez, on quitte la campagne, enfin la campagne, la nature quoi, pas la campagne présidentielle. Vous me suivez toujours, j'espère. Bon, on quitte la campagne donc pour Paris et 3 meetings qui ont eu lieu aujourd'hui dans la capitale. Ceux de Valérie Pécresse, d'Anne Hidalgo et de Nathalie Arthaud. Les 3 candidates espèrent toutes les 3 élargir leur électorat alors que leurs sondages ne sont pas très bons, tout comme ceux d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui s'est confronté, bien malgré lui, au véritable Z, la famille Zidane. L'ancien polémiste avait prévu une opération de communication sur un terrain de football créé par Zinedine Zidane. Mais ça n'a pas trop plu au gérant du complexe sportif qui n'est autre que le frère de la star du foot. Il n'était pas au courant de la présence du candidat et des caméras. Normal, le terrain avait été discrètement loué au nom d'un soutien local d'Éric Zemmour. Allez, 1-0, balle au centre. Balle au centre, et une semaine du premier tour, la campagne est vraiment enfin lancée. Ce ne sont pas forcément les favoris qui sont les plus sollicités. Les petits candidats jusqu'ici délaissés par les grands médias sont courtisés en vertu des règles de l'égalité du temps de parole. Perrine Tarnoud, vous dirigez la rédaction d'une chaîne parlementaire. Comment vous faites ? Comme vous, on compte, on est dans la stricte égalité des temps de parole et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, effectivement on part dans des tranches horaires qui sont spécifiques. Et pourquoi ces tranches horaires spécifiques ? C'est pour éviter effectivement qu'on rétablisse le temps de parole d'un candidat en diffusant un meeting la nuit, etc. Comme ça a pu le faire, on a pu le faire peut-être dans certaines rédactions. Mais ça vous emmène par même le à passé. vous auto-censurer éventuellement ? Forcément, oui, on s'auto-censure sur certains candidats pour être vraiment dans la stricte égalité des temps de parole. Vu du Canada, cette règle qui est une spécificité française ? Oui, c'est intéressant parce que, évidemment, au Canada, les campagnes sont plus longues. Officiellement, en tout cas, on est sur une période plus longue qu'une semaine, donc 4-5 semaines. Et c'est sur cette période-là qu'on va regarder l'équité de présence médiatique des différents candidats. Donc, la période, elle est plus longue, on peut les entendre plus. Et il y a moins de candidats majeurs aussi, à 3, 4,
4 grands partis au Canada, alors qu'ici, on est à une douzaine de candidats. Situation évidemment un peu Avant, différente. j'étais basé aux États-Unis et là, c'est encore plus difficile quand on est un petit candidat de percer. Alors, peut-être que le système ici a au moins l'avantage d'entendre une multiplicité d'idées, alors que dans d'autres pays, quand on ne fait pas partie des grands groupes, c'est compliqué. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment ça favorise les petits candidats et est-ce que ça peut Ça leur aussi donne changer autant de l'élection visibilité que les grands candidats. pendant une semaine, là, en l'occurrence. Pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, pardon. 2 semaines, hein, quand même, c'est important. Donc, oui, moi, je trouve que c'est important de pouvoir leur donner autant de visibilité que les autres candidats. Sinon, ils n'en auraient pas ou quasiment pas. Après, c'est démocratique, en fait, c'est ça que vous nous dites? Oui, c'est nécessaire à la démocratie. Après, est-ce que cette règle est pas un peu vieillotte dans le sens où elle ne s'applique pas au site Internet, elle ne s'applique pas à toutes les chaînes qui existent sur Internet, elle ne s'applique pas vraiment à la presse écrite non plus, elle ne s'applique finalement qu'aux chaînes de télé et aux radios. Donc le système est un petit peu bizarre, en tout cas aujourd'hui en 2022, je trouve. Et on sait que la consommation des électeurs, évidemment, ne se limite pas qu'aux télévisions et aux radios. Mais non, la campagne aujourd'hui se fait essentiellement sur les réseaux sociaux. Tout cela étant posé, nous n'allons pas nous intéresser ce soir aux favoris à la présidentielle, mais on commence avec celle qui le talonne à 5 points dans les sondages. Marine Le Pen resserre l'écart, vous l'évoquiez tout à l'heure. Comment vous expliquez l'un et l'autre cette dynamique? Je trouve que Marine Le Pen a fait une excellente campagne parce que quand même l'entrée à l'automne dernier en campagne et en tout cas dans le paysage politique français d'Éric Zemmour aurait pu complètement la balayer. Et on peut quand même souligner que Marine Le Pen a fait preuve d'un certain courage politique, c'est-à-dire qu'elle est restée droite dans ses bottes, elle est restée sur ses acquis, elle a fait la campagne qu'elle souhaitait faire au rythme qu'elle souhaitait. Elle ne voulait pas finir complètement éreintée comme en 2017, quitte justement donc à perdre après lors du débat de l'entre-deux tours. Donc elle a vraiment su conserver cette capacité à garder la maîtrise de sa campagne et en ça on peut dire quand même qu'elle a réussi sa campagne. Et à lisser son image aussi, c'est le commentaire qui revient souvent. Et évidemment, ça fait partie de la stratégie du Rassemblement national de Marine Le Pen de travailler cette image justement et en ça peut-être que la candidature d'Éric Zemmour a facilité la mise en œuvre de cette stratégie de Marine Le Pen. Et puis on l'a vu par ailleurs au cours des dernières semaines dans le dossier ukrainien. On a l'impression aussi que Marine Le Pen, par rapport à d'autres candidats, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, a moins fait l'objet de critiques sur les questions des relations avec la Russie, des positions à prendre par rapport à l'Ukraine. Et tout ça fait partie de cette stratégie, évidemment, qui est au cœur de la réflexion de Marine Le Pen et de son parti depuis un moment. Éric Zemmour a servi en quelque sorte de paratonnerre. Exactement. Alors Marine au début Le Pen de la campagne, sur la question de sa proximité avec la Russie. 3 femmes étaient en meeting ce dimanche à Paris. La candidate de droite, Valérie Pécresse, a réuni ses troupes porte de Versailles. Nicolas Sarkozy, vous le disiez, a été hué. D'un meeting à l'autre, on peut dire que sa campagne s'est enrayée? Faut dire que le premier grand rassemblement de l'aveu même de la candidate n'avait pas été une réussite. On a vu finalement... Mais c'est une mauvaise campagne ou c'est une mauvaise candidate, si je reformule? Ce sera aux électeurs et aux militants de le dire, mais on constate aussi qu'elle s'inscrit dans une transformation de la scène politique française. On constate que les grands partis, les partis de gouvernement ont perdu un certain attrait, un certain intérêt. Il y a un éclatement de l'offre politique. Elle se trouve à la tête d'une de ces formations qui attire moins d'électeurs et tout ça s'inscrit donc dans un contexte aussi. Et en coulisses, au Sénat, ça veut dire quoi? Que la droite s'agite déjà, vous le sentez, vous? Oui, on sent qu'il y a des inquiétudes déjà sur quelle va être l'attitude des différents ténors républicains dans l'entre-deux tours. Si Valérie Pécresse n'est pas qualifiée, est-ce qu'ils vont appeler directement à voter pour Emmanuel Macron? Est-ce que ça va être le nini, comme Laurent Wauquiez en 2017? Donc déjà, ça tiraille un petit peu dans tous les sens. Et pour revenir à votre question précédente, moi je pense qu'elle a fait une mauvaise campagne parce qu'elle a voulu complètement contrer Éric Zemmour, Marine Le Pen, et elle n'a pas voulu faire campagne sur le centre. Et donc du coup, elle a perdu en cours de route une partie notamment des centristes, qui est quand même un gros bataillon d'électeurs pour la droite. Alors, on va s'intéresser maintenant à Anne Hidalgo. Meeting aussi pour elle au Cirque d'Hiver. Son échec est déjà acté au Parti socialiste. Sa campagne n'a jamais vraiment décollé, on peut dire ça. En gros, je vais vous poser les deux mêmes questions. Mauvaise campagne, mauvaise candidate? C'est exactement, c'est à peu près la même chose que pour les Républicains. C'est-à-dire que le Parti socialiste n'a pas su, ces 5 dernières années, renouveler son logiciel. Il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a pas d'incarnation réellement nouvelle. Et donc,
du coup, il ne se passe rien derrière. Parce que la social-démocratie prend dans d'autres pays. Au On Portugal. l'a vu en Allemagne, par exemple. Ou en Allemagne, on a exactement. un gouvernement de coalition, évidemment. Pourquoi mais qui est cette dirigé par exception la gauche. française, vous qui êtes en France depuis quelques mois? On se Comment vous pose la l'expliquez? question justement avec notre regard extérieur, parce que le Parti socialiste est quand même un parti qui a été au gouvernement, qui a fait partie. Et quand on regarde ce qui se passe, évidemment, il y a tout le phénomène de l'effritement de la gauche. Moi, je parle à beaucoup d'électeurs aussi qui se sont dit déçus des années du bilan du Parti socialiste au pouvoir. Il y a d'autres options à gauche. Ça fait peut-être partie de l'équation, mais on se demande effectivement, en regardant la France, si ce n'est pas une exception par rapport à d'autres pays occidentaux, par rapport à d'autres pays européens, quand on regarde l'état de la gauche politique ici en ce moment. Là aussi, en coulisses, sa bataille, on parle de François Hollande qui essaie de revenir. Ah oui. Oui, François Hollande comme Nicolas Sarkozy, ils espèrent tous les deux reconstruire et à gauche et à droite chacun un nouveau parti. Mais ce que personne n'a compris, notamment chez les socialistes, c'est que Emmanuel Macron a aspiré toute cette social-démocratie, de même qu'il a aspiré au centre et au centre-droit et une partie des républicains. Donc le paysage politique français, il a changé. Maintenant, il y a un centre très important qui existe et qui est incarné par Emmanuel Macron. Et donc ça renvoie en fait des deux côtés aux extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Et il n'y a plus la place pour les autres. On va partir à l'extrême gauche. Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière, a tenu sa réunion publique au Zénith de Paris cet après-midi aussi. C'est sa 3e présidentielle. En 2012, elle obtient 0,56% des voix. En 2017, 0,64% des suffrages. Les sondages lui offrent à peu près les mêmes perspectives pour cette année. On a envie de se dire, mais à quoi bon? Elle est inoxydable. C'est comme Arlette Laguiller avant elle. Voilà, c'est... Mais à quoi ça sert en fait? Ça sert qu'il y a des gens qui votent quand même pour elle. Elle a ses 500 signatures assez facilement à chaque fois. Donc il y a un petit socle électoral qui existe et qui est incarné aujourd'hui par Nathalie Arthaud, autrefois par Arlette Laguiller. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, elle a eu l'accès aux 500 signatures plus rapidement que certains grands candidats. Exactement, dans une base militante. Nathalie Arthaud, ça parle aux Canadiens? Pas du tout. Ce n'est pas une candidate qui est connue. Je vous dirais qu'au Canada, ce sont les grands candidats qui sont connus. Après, avec le système à 2 tours, c'est intéressant pour nous de regarder comment ça fonctionne parce qu'effectivement, on voit qu'ici, il y a des électeurs qui décident de voter vraiment pour leur conviction, pour leur attachement à un parti, à un mouvement, même si la portée, elle est très limitée dans les sondages, pour ensuite faire un choix qui est stratégique ou un choix de raison, finalement, lors du 2e tour. Alors, c'est assez intéressant de voir ça d'un œil extérieur aussi. Ces petits candidats cumulés, en fait, ils représentent quoi dans l'électorat? Tous les petits candidats cumulés, je sais pas, on doit arriver à 5% peut-être. Voilà, donc à gauche comme à droite. Donc c'est des voix qui sont certes effectivement dispersées. Là, on avait l'exemple de l'extrême gauche, on a Philippe Poutou, on a Nathalie Arthaud, on peut aussi dire Fabien Roussel pour le Parti communiste français. Donc effectivement, ce sont des voix qui sont extrêmement dispersées entre plusieurs candidats, mais qui incarnent des vieilles familles politiques qui existent depuis très longtemps dans notre paysage politique doivent français. Continuer à exister aussi, c'est un peu le message qui passe en ce moment. C'était un dimanche en campagne, premier tour dans exactement une semaine. Merci beaucoup à vous deux, Perrine Tarnaud, Raphaël Bouvier, Auclair. Merci d'être venus dans 64 minutes. Merci.